L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendre au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leur deal. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine au podcast ordinaire, je reçois mon bon ami Richie Darèche, qui est entrepreneur, qui est anciennement courtier hypothécaire et maintenant, à 35 ans, propriétaire de son propre cimetière. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est un cimetière moderne où on peut enraciner les cendres de quelqu'un. Regarde, je vais laisser lui-même en parler plus tard. C'est extrêmement bizarre, mais très, très, très intéressant. Puis il vous le raconte et le vulgarise très, très bien aussi. Pour moi, Richie, c'est un très bon ami. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de parler avec lui pendant une belle heure. Et je vous rappelle également que si vous aimez le podcast ordinaire, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. C'est de cette façon qu'on peut continuer de promouvoir le podcast et de faire découvrir à plus de gens aussi. Donc tout le monde, bon épisode. Richie Darèche au podcast ordinaire. Comment ça va, mon chum? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur mon podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Fait que nous, c'est un peu différent des gens que je rencontre d'habitude parce qu'on se connaît quand même. Je veux dire, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on se connaît quand même très, très bien. Mais aujourd'hui, j'ai appris 1001 choses sur toi que j'avais aucune idée. Fait que je vais apprendre des choses moi-même. J'ai beau avoir écrit les sujets, je pense que tu vas apprendre une couple de trucs. Je vais te flatter l'ego en commençant. Okay? Tu veux qu'on commence comme ça? Pour moi, tu es vraiment un exemple de réussite dans la vie en général. Je te regarde énormément. Je suis un gars avec de l'ego, fait que je te le dis pas assez souvent. Mais tu es un bel exemple de réussite. Puis pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose qui a souvent été inaccessible. Je commence à m'y intéresser plus. Pour moi, tu es un exemple de réussite dans l'immobilier. Ça date de où, ton intérêt pour l'immobilier? Ça date de où concrètement? Honnêtement, là, j'ai fait une petite introspection avant de venir ici, puis je pense que j'ai toujours su que je serais dans l'immobilier. Même plus jeune, quand je n'étais pas dans ce domaine-là, je portais un peu d'intérêt. Puis ma mère, elle me le disait, elle me parlait de l'immobilier, mais sans connaître nécessairement ça. OK. Concrètement, ça date de, je te dirais, dans le début vingtaine. J'avais travaillé pour un entrepreneur quand même assez connu là, dans les Laurentides. Puis j'étais, excuse-moi le terme, j'étais sa bitch. Fait que je m'occupais de tout. Puis là, j'ai comme appris un peu sur le fly à faire, OK, il faut que je me débrouille là-dedans. Puis je pense que j'ai quand même bien réussi là-dedans. Fait que, fil en aiguille, à un moment donné, je me dis, bon, s'il est capable de le faire, je suis capable de faire ça. Ben oui. Fait qu'on a fini par monter pour, étape par étape, arriver à aujourd'hui. Là. OK. Regarde, commençons par la base quand même, parce que ce que j'ai dans mon petit document ici, c'est qu'à 16 ans, tu es devenu, premièrement, un petit peu entrepreneur. Tu as lancé ta propre marque de vêtements. Oui, puis c'est... sans prétention, c'était pas un petit peu entrepreneur, c'était intense. C'est intense? Ah ouais, c'était ça. Je pense à ça, je suis comme, ouais, que j'ai fait ça. Au secondaire, right? right? C'était avant 16 ans, où j'étais au secondaire. J'avais un team rider de 12 ou 14 riders. J'ai fait produire mon ligne. En fait, ma première ligne de vêtements, c'était au Bangladesh. J'avais trouvé un sous-traitant de G-Star. Je me rappelle, écoute, j'allais à Chabanel. Maman allait me porter. Chabanel, c'est là qu'il y a pas mal toute la Guinée, on veut dire. Puis je connaissais rien, mais j'avais juste l'idée parce que j'étais un gars de motocross à base de sport extrême. Puis je me dis, je sais pas pourquoi, je voulais créer quelque chose parce que je connaissais plein de monde là-dedans, puis je cogitais autour de ça. Donc, je suis allé à Chabanel, puis littéralement avec des dessins que j'avais payé du monde pour ça. Puis je suis comme, hey, veux-tu me mettre ça sur des chandails? Là, c'est à partir de même. Puis j'ai compris à un moment donné c'était quoi des tech packs. Fait que, chaque chandail, chaque vêtement, des fois, ton petit t-shirt, là, c'est comme 30 pages. OK. Fait que, à un moment donné, je suis comme, OK, le coup, il me coûte tant. Là, je rentre en contact avec un gars, c'est un des sous-traitants de G-Star. Puis le bonhomme, fouille-moi pourquoi, là, je sais pas si c'est le même avec tout le monde, mais on dirait qu'il a comme trippé sur mon cas. Okay. Fait qu'il m'aidait beaucoup. Puis c'était drôle parce que les heures, on est décalés. Fait que, mettons, j'avais de quoi en tête, j'envoyais un courriel, il me répondait le lendemain. Fait que, on était décalés par rapport à ça. Donc, l'erreur, en fait, il y a deux choses qui n'ont pas marché, je te dirais. En fait, le projet a carrément planté à un certain niveau, mais je pense que les deux raisons, principalement, il y a eu, tu sais, le délai, moi, ça m'a pris quasiment 3 ans. Fait que j'ai commencé à 14 ans, quasiment 15 ans à travailler sur ce projet-là initialement. Mais entre la mode de cet âge-là puis 3 ans plus tard, on est passé des gros prints au petit V-neck tight. Ouais, je me rappelle. On vieillissait. Puis même mes chums qui faisaient, mettons, du snowboard, ils ont comme changé un peu leur style. Fait que quand mon linge est arrivé, ben ça l'a influencé parce que là, le monde comme, je veux plus remettre des gros prints un peu. C'était plus la mode. C'était moins la mode. Okay. Puis l'autre chose, c'est que la moitié de ma collection, erreur de débutant, mais quand même coûteuse, eux là-bas, là, c'est de l'art. C'est du design. Ils vont pas poser une question si ça fait du sens.
OK. Puis un tech pack, justement, moi, j'étais dans ma chambre chez nous, puis j'avais une règle de conversion avec 3. Tu sais, c'est en triangle, tu tournes. Moi, je mesurais mes chandails. Là, je faisais ça, puis je me rappelle clairement, ça avait cogné, un de mes chums était venu chez nous. Probablement que l'erreur s'est faite là. Quand je suis revenu, j'ai dû tourner ma règle. Fait que je passais, exemple, de pouces en centimètres. OK. Fait que moi, quand j'ai envoyé le T-shirt là-bas, les données, mettons, c'était 30 pouces, mais 30 centimètres, ton T-shirt qui est le même. OK. J'ai reçu la moitié de ma collection comme ça. Ben voyons donc. Ouais. Fait que ça a fait que t'essaieras de vendre ça. C'est fait pour des gens. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça a été la deuxième erreur qui a fait OK. que ça n'a pas fonctionné. Puis tu vois, suite à ça, parce que ma mère m'avait aussi un prêt dans le temps parce que ça demandait de l'argent. Puis mes parents n'ont pas d'argent. Mais pas. Tu sais, on vivait correct. Oh, ouais. Puis je suis parti dans l'Ouest canadien travailler pendant 6 mois pour clairer ça parce que c'était comme 45 000. Mais ça va me dire, OK. à 17 ans, là, c'est... On dirait que, tu sais, on a vraiment des grosses chutes. T'as quel âge en ce moment, là? J'ai eu 35. T'as 35, Ouais. je vais avoir 30 bientôt. Je veux dire, on est quand même dans pratiquement la même génération Oui. en dedans de 5 ans. Tu Je me veux flattes dire, encore l'ego. t'es pas vieux, là. Mais on dirait que très, très jeune, t'avais des trucs. Tu sais, moi, je me rappelle, à 16 ans, Ouais. j'avais pas une compagnie ou des affaires. Je veux dire, je pensais à aller voir mes chums le soir, à aller faire une brosse ou whatever. Toi, y a-tu quelqu'un qui t'a... Tu veux dire, tu me parlais de ta mère ou whatever. Y a-tu quelque chose qui t'a comme donné cette piqûre-là? Ou t'as juste appris dans le tas à bang, je vais me lancer une compagnie de vêtements? Parce qu'à 16 ans, c'est pas tout le monde qui se lance comme ça. Et encore moins qui vont se mettre un prêt de 45 000 sur les épaules, là. Effectivement. Tu vois, j'ai été dans une retraite il y a peut-être 1 an ou 2, puis on touchait à plusieurs sujets. Puis là, justement, à un moment donné, on parlait de notre enfance. Puis je me rappelle quand il a dit, on va parler de l'enfance, je dis, moi, t'as rien à dire sur ma mère, elle est parfaite. Il dit, si tu dis ça, il y a quelque chose. J'étais comme, t'es qui, toi? Puis finalement, oui, il y a quelque chose, mais qui était positif. Mais ma mère, la façon de, je pense, de m'aimer, ça a été comme toujours de, tu sais, m'en donner, puis elle a fait la bonne chose, elle me donnait de l'amour. Ma mère, elle me disait tout le temps, tu veux être n'importe quoi dans la vie tant que t'aimes ça, puis que t'es le meilleur, sans mettre trop de pression, là. OK. Elle dit, fais-le. J'aurais pu être le meilleur laveur de vaisselle, puis arrêter, let's go, mon gars, t'es bon, t'es capable. Fait que ça a fait en sorte, justement, que je pense, moi, ma façon, c'est de redonner mon amour. Puis même dans mes relations qui ont suivi, c'est j'aime donner. J'aime que c'est ça que j'ai connu. Fait que, on dirait, tu sais, j'ai commencé à couper le gazon, j'avais 10 ans, peut-être, puis je partais avec ma tondeuse. Tu sais, tout le monde a fait ça, mais j'avais quand même une bonne run pour vrai, là. Puis, fait que est-ce que dans mon introspection, c'est ça qui a mené à indirectement, parce que je me rappelle, j'étais fier de montrer ça à ma mère. Tu sais, j'avais un catalogue de vente, j'avais mon site web, il était débile. C'est fou, ça. Là, je faisais... j'avais fait mon premier plan d'affaires, justement, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. J'avais eu de l'aide, par contre, mais il était... Pour vrai, là, je l'ai revu dernièrement, il était débile. OK. J'étais comme voir que moi, j'ai fait ça À cet âge-là. à cet âge-là. Fait que, tu sais, mais je me rappelle que je suis allé m'asseoir au café, j'ai montré ça à ma mère, puis là, ma mère était comme... Puis j'étais content. Fait que, tu sais, c'est-tu ça qui m'a motivé initialement à l'entrepreneuriat? Je pense que oui. OK. Puis la fierté de créer quelque chose, parce que je suis quelqu'un de très créatif. Fait que... J'adore ça. Là, avant qu'on continue, est-ce que tu veux boire un petit quelque chose aujourd'hui? C'est quoi cette affaire-là? Là, On a les Mind Blow ici. On Ouais. a Strawberry Kiwi, fraise kiwi. On a la Pink Limonade ici. Puis j'ai mes amis de chez Stella Conné ici, Brasserie Malco, qui nous ont donné des sangria, mais à base de malt. OK. Fait que c'est des nouveautés ici. Il y a la rouge et la blanche. Je suis quand même... Tu sais, il est quoi, là? Il est C'est sûr, faut 11h30. que je travaille en après-midi. Je vais y aller probablement plus avec... Choisis la Mind Blow de ton choix. Lauriane, veux-tu quelque chose? As-tu le droit de boire sa job? Ah, mais c'est correct, j'ai mon Moi, je vais être gentil avec mes chums de chez Malco. Ah ouais, tu y vas avec ça, let's go. Ben oui, why not? J'ai bien des podcasts aujourd'hui, fait que santé, mon chum. Cheers, santé. Prends une petite sangria, parce que justement, je vais en avoir besoin, je suis un grand émotif. Le prochain sujet, ça me tente pas de l'aborder, mais il faut qu'on le fasse. Tu as parlé beaucoup de ta mère. Oui. Faut qu'on aborde ton papa, parce que ce que tu m'as dit, c'est que tu as perdu ton père qui a été assassiné, right? Quand tu étais jeune. Quand j'étais jeune, effectivement, ouais, j'avais... Je suis pas sûr, c'est flou dans ma tête quand c'est arrivé. C'est entre 13, 14 ou 15 ans. Il faudrait que je recheck puis je calcule les dates, là, mais tu sais, j'ai 14 en tête. OK. Puis c'est quand même drôle parce que dans ce temps-là, j'étais en couple avec une fille. Puis, tu sais, mon père, ça n'a pas été mon modèle paternel. J'ai mon beau-père qui l'est toujours. C'est grâce à lui, je pense que je t'ai redonné. OK. Mon père, c'était quelqu'un qui avait une facilité avec le monde. Ça, j'ai ça comme qui était en moi. C'est un gars qui est très... il était party, il manquait de structure, mais il avait ses forces comme ses faiblesses. Fait que l'hiver, principalement, lui, il faisait beaucoup de ski. Fait que je le voyais beaucoup l'hiver. Là, je devais aller justement, ça s'appelle le refuge à Saint-Zénon. C'est son ami qui avait un gros chalet en Boiron, puis beaucoup d'Ontariens, ils venaient, puis ils faisaient des raids de skidoo. Puis moi qui étais un gars de motocross, c'est tout ça cogite, puis je trippe. Finalement, ce week-end-là où je devais y aller, mon ex, dans le temps, petite chicane, là, tu restes avec moi. Parfait, je vais rester avec toi. Elle me sauve la vie. Elle me sauve la vie. OK. Je devais être là, puis ils sont rentrés, ils ont tiré, puis ils ont crissé le feu. Voyons donc. Fait que c'est ça. Puis ça, c'était
Un braquage, c'était... Honnêtement, on l'a jamais su. Est-ce que j'ai voulu le savoir? Non. Mais tu sais, je veux dire, il n'aurait pas fait de détruire mon beau-père policier, là, puis tu sais, il t'a sauvé la vie, là. Dans le sens que si j'avais à être là, ben, c'est ça. C'est fou, man. Ouais. Je peux même pas m'imaginer, genre, pas avoir mon père dans ma vie, point. Mais je pense que, tu vois, aujourd'hui, en tant que papa, je tripe avec ma fille, mais je sais pas si ça a un lien, mais en moi, tu sais, oui, j'ai mon beau-père qui est là, mais ça reste que j'ai jamais eu comme mon vrai père. Je sais qu'il est fier aujourd'hui, mais ça a été un événement, oui, qui a été assez difficile à ce moment-là, mais qui m'a quand même montré que, tu sais, dans la vie, on va tous vivre des étapes. T'sais, peu importe c'est quoi, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de la business, on va tous pogner des claques d'en face. Fait que c'est comment que tu réagis, je pense, à ces événements-là qui va faire la différence, la résilience là, qu'on parle. Là. Ouais. Je l'ai compris beaucoup. Dans la dernière année, j'ai vécu aussi d'autres choses. Mais c'est vraiment ça qui fait la différence. Il y en a que pour qui, exemple, perte d'un chat, ça va les démolir. Puis je ne veux pas juger parce que un à l'autre, on peut pas dire un est pire que l'autre. Puis il y en a qui ont tellement vécu de hits qu'ils vont avoir un accident, ils vont avoir leurs 2 enfants qui vont mourir, puis une semaine après, ils sont à la job, puis ils sont comme let's go. Je suis comme, c'est ça. C'est pour ça quand j'ai reçu Marie-William qui avait perdu son père, le chanteur des bébés, Patrick Bourgeois. Mm-hmm. C'est justement ça qui m'avait fait un peu capoter dans sa résilience de faire comme... Évidemment, tu sais, je suis pas dans vos culottes à ce moment-là. Pour moi, qui a la vision extérieure, c'est dur de me projeter parce que j'ai rien vécu de tel. Pour moi, la mort a été... Mon grand-père est décédé il y a quelques années, puis c'est la seule connaissance de mort que j'ai eue dans toute ma vie. Fait que j'ai pas de proximité avec la mort. Mm-hmm. Fait que quand elle m'en parlait avec son père, puis qu'elle disait il a fallu que je sois forte, puis il a fallu que je me relève rapidement. Fait que c'est un petit peu le même genre de choses que tu me dis, mais est-ce que c'était ça à ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles un peu d'avoir... Tu me disais que c'était flou. Est-ce que tu... C'est encore flou. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode tout le monde. Si je me rappelle, ça a été... Puis, tu sais, dans des événements, je me les ai repassés. Je me rappelle que cette journée-là, c'est vraiment weird, la vie, man. J'avais un de mes chums, on était jeunes et cons, là. Puis, mon ami, il dit hey, on va attendre mon frère, mon jeune frère qui va sortir, puis on va le tirer avec des guns airsoft. Okay. On était comme cachés. Let's go. On était dans la neige, puis là, quand il sort, on se met à le tirer. Tout allait bien, moi, cette journée-là. Après que je l'ai tiré, je me suis mis à mal aller, vraiment mal aller. Tu sais, mon beau-père était armurier, je tirais du gun à cet âge-là, tu sais, j'ai pas de problème, là. Puis, là, je dis hey, Pat, je m'en vais chez nous, je fais le pas. J'arrive chez nous, je pense que j'avais vomi. Là, je m'assois. Là, ma mère est dans la cuisine. Elle m'avait fait une soupe, je pense, justement, parce que je filais pas. Là, j'écoute les nouvelles. Nouvelles de dernière heure. Le refuge de Saint-Zénon passé au feu, le proie des flammes. On suspecte justement que ça a été criminel. Puis je suis comme... qu'est-ce qui se passe? Fait que là, comme, je monte ça, elle vient, puis là, elle a capote aussi, elle se faire des appels. Fait que c'est un peu de même que j'y suis. C'est fou. C'est-tu la seule victime? Non, lui, son ami, là, Alain. Okay. Les deux sont passés là-dedans, puis c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de peut-être que c'est quoi. Je cherche pas à le savoir aujourd'hui. À un moment donné, je me l'ai dit, je pars-tu là-dessus, mais ça va me donner quoi? Ouais. Mais je me rends compte que malheureusement, il y a du monde qui n'ont rien à perdre. Puis tu sais, pour des peanuts, des fois, tu vas donner... Fait que c'est ça. Fait que l'important, je pense, moi, une des choses que je suis fier, c'est que je me couche le soir, puis je suis en paix. Je n'ai pas peur. J'ai des chums qui ont baigné dans des industries, puis on en connaît en commun, là, qui ont baigné dans des industries des fois douteuses. Oh ouais. Mais man, quand tu te couches le soir, j'en connais un qui a mis des fenêtres anti-balles chez eux. Hey, t'es rendu où, là? T'sais, tant mieux si t'es heureux avec ta vie, mais jamais il n'y a aucun dollar qui va m'emmener à aller dans ce domaine, segment-là. Où, tu peux être fier. Tu peux être fier de juste être, comme tu dis, de dormir sur tes deux oreilles, d'avoir de la sécurité pour toi, mais de la sécurité pour ta fille, pour ta famille, honnêtement. Oui. Bon, allons dans du plus. Oui, mais quoi que la mort, ça côtoie beaucoup maintenant. On va en parler tantôt, inquiète-toi pas, on va reparler de la mort en masse ensemble, mais sur. Bon, de quoi de plus positif, allons comme ça, mais je veux qu'on reste un peu quand tu étais jeune, parce que tu as commencé très jeune les flips immobiliers. Oui. Moi, c'est de quoi qui m'a toujours passionné, c'est de quoi qui m'a toujours tenté, j'ai jamais osé. Oui. On est dans une autre ère aussi en même temps, c'est un peu moins le temps des flips immobiliers. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, encore une fois? Là, je vais te dire, tu termines le secondaire, ta petite business, ça fonctionne pas. Tu m'as parlé un peu comment tu as pu commencer l'immobilier. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait démarrer des projets de flip immobilier, puis comment ça s'est passé?
Mais pour te mettre en perspective, justement, je te parlais que j'étais un peu la bitch à quelqu'un back in the days, qui aujourd'hui est un ami à moi, d'ailleurs. OK. On le salue d'ailleurs. Salut François, salut. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ça, je m'occupais de tout, mais les financements, c'est pas moi qui les faisais. Mais le banquier du constructeur m'a montré comment calculer l'ABD, l'ATD, les ratios pour pré-filtrer le client. OK. À un moment donné, je me dis, crème, pourquoi je pourrais pas faire plus de commissions? Fait que je suis allé chercher ma licence de courtage. On va faire la vente, on va faire le courtage. Puis c'est de la vente de construction neuve. Fait que je pouvais sans être courtier immobilier. Puis là, je faisais ça. Puis à un moment donné, je me rends compte que je peux aider d'autres personnes. Fait que j'ai des chums aussi d'autres constructeurs. Fait que ça a commencé. Le courtage a monté vite. Mais, cette première année, j'ai fait de la belle argent. Mais moi, je connaissais pas ça, des avis de cotisation. Surprise! Back! C'est arrivé, je suis comme, oh shit, je veux de l'argent. Puis, ce qui est drôle là-dedans, je parlais de tout ça avec une de mes amies dernièrement. Elle dit, c'est drôle ton équation dans ta tête. Elle dit, toi, t'es une dette. Puis, elle dit, ton réflexe a été t'endetter plus pour clairer ta dette. Ouais. Je suis comme, c'est vrai? C'est vrai. Moi, mon but, c'était de trouver. Tu sais, c'est un peu arrivé un peu par hasard parce que j'allais justement chez mes parents. Puis à un moment donné, je vois une petite pancarte à vendre dans une maison. Puis là, j'appelle. Puis c'était vraiment pas cher. Là. Le marché a monté beaucoup, mais c'était quand même un deal. Fait que finalement, je signe une offre d'achat. Je connais pas. Tu sais, je connais un peu la construction, mais sans plus. Mais je me dis, au prix, c'est le terrain. Il n'y a pas de grand risque. Fait que ça a le parti comme ça dans le désir de vouloir faire un profit pour clairer une dette. OK. Donc, c'était vraiment pour ça, pour clairer ta dette là-dessus. Ouais. Puis toi, OK. Ouais. Ça a été. Ouais. Puis, péripétie. J'avais beau être dans ma première année de financement, mais comment j'ai fait? T'sais, normalement, il faut que tu te qualifies avec 2 ans de salaire. Tu faisais 1 an. Comment tu veux passer au financement? Ah ouais. Ça ne marche pas. Le prêt privé est une solution. Là, je connaissais pas ça à ce moment-là. Je me rappelle, en tant que gars quand même organisé, je te monte un dossier, tous mes coûts, mon bureau de crédit, tout était là. Mes revenus, puis tout. Puis là, je m'en vais dîner avec un gars, je disais, hey, j'ai besoin d'un prêt. Il dit, OK, c'est beau. Là, je vois qu'il reçoit un appel pendant que je monte mon beau dossier que je suis fier. Il filtre, il change les pages. Là, je vois qu'il cherche l'offre d'achat. Il parle quelque chose d'autre avec quelqu'un. Là, je suis même à côté de lui. Il prend une napkin. Il écrit le montant de l'offre d'achat, mise de fonds, il voulait que je mette un montant X, montant financé, taux d'intérêt. Même tous les petits détails, un X, il me donne la napkin, puis il continue son appel. Là, je suis comme, T'es sérieux, là? c'est quoi, là? Tu vas-tu me tuer, je te paye pas? Parle-moi, puis là, il raccroche. Fait il m'a comme, il dit, tu veux-tu ton cash? Il dit, signe ça, puis on va aller au notaire la semaine prochaine. Napkin. C'est à partie de même. J'adore ça. Ouais. C'était cowboy, mais c'était parfait. Ben, je pense que des fois, d'être cowboy, comme tu l'as dit toi-même, quand on s'est vu l'autre fois, tu parlais de quelqu'un qui a pris beaucoup de risques. Oui. Je pense que les risques dans la vie, ça peut payer. Mais quand même, justement, ça vient quand même jeune, je pense, ton goût du risque avec tout ça. T'es un gars de motocross, t'es un gars d'affaires générales. Là, on parle un peu plus de l'argent. Ça va vite en ce moment dans la discussion qu'on a parce que pour moi, justement, quand j'étais jeune, je suis pas capable de me mettre dans ta peau de avoir à manager autant de chiffres, autant d'affaires que tu penses que tu as toujours eu cette qualité-là ou tout simplement peut-être avec ce François-là ou autre, tu as eu... Est-ce qu'il a agi un petit peu à titre de mentor? Est-ce qu'il a agi un petit peu en tant que coach? Comment tu as réussi à acquérir rapidement ces connaissances-là puis ce contrôle-là des chiffres? Parce qu'acheter quelque chose, tu le sais comme moi, c'est pas straightforward. Puis demain, je devrais acheter une maison, je saurais pas comment faire. Il y aurait beaucoup d'étapes que j'ai jamais encore faites dans ma vie ou whatever. Oui. Toi, tu as fait tout ça vraiment très, très jeune. Fait que d'où vient ce contrôle des chiffres-là? Ben, tu sais, par la force des choses, en étant courtier hypothécaire, je suis allé au collège immobilier, j'ai eu mes licences. Fait que, tu sais, dans le collège immobilier, il y a un peu de légal, il y a un peu de technique, il y a plusieurs choses, un peu de code du bâtiment, si on veut dire, là, niveau inspection. Ça m'a amené des bases. Mais tu sais, après ça, transaction, j'en finançais du monde. Ma première année a bien été. Fait que je voyais des choses, je voyais des opportunités. Mettons, le gars, il y a une offre d'achat, je regarde sur Google, je suis comme, tu payes juste ça, je dis n'importe quoi, 300. Puis à mes yeux, j'ai financé quelqu'un sur une rue pas loin, un équivalent 350 la semaine passée. Je suis comme, il y a de quoi faire. Okay. Tu sais, ça a peut-être parti là-dedans. Puis je suis un gars hyper créatif dans tout. C'est mon point fort, je pense, dans la vie. Fait que ça en fait partie, je pense, de trouver des solutions dans cette créativité-là, à peu importe mes domaines ou mes sphères de vie. Est-ce que des mentors, j'en ai eu? Oui, parce que je voyais justement, comme je te dis, je viens d'une famille modeste. Ouais. Exemple, François Question, ou j'avais d'autres, un Christian que j'ai en tête, ou il y a d'autres personnes autour de moi que je voyais qui réussissaient, puis que ils sont partis aussi d'un peu de rien. Fait que oui, de façon indirecte, c'était des modèles pour moi. Puis je pense que je prenais le bien de chaque personne pour... puis il était quand même ouvert, puis c'est un peu de quoi qu'aujourd'hui j'essaie de repartager. Des fois, des gens m'appellent ou des plus jeunes. Je vais être courtier hypothécaire. Même si je ne le suis plus, je vais dîner avec. Je vais t'expliquer, puis tant mieux si tu t'en vas là-dedans, tant pis si tu y vas pas, mais au moins de redonner un petit peu. Là. Très, très cool. Parlons-en un petit peu rapidement, justement, du courtage hypothécaire, parce que quand on dit ça, pour moi, c'est pas ce qui est le plus sexy
Ouais. Un peu comme quand je parlais avec Stéphanie, la notaire. Pour moi, c'est quelque chose qui est un peu bas brun, veston brun, whatever. Toi, tu as toujours été justement créatif là-dedans. Tu as lancé ton propre cabinet il y a quelques années. Oui. Et là, est-ce qu'on peut... Je vais me continuer. Vas-y. Mets-moi le plus en perspective parce que moi, je connais pas les détails. Là. C'était pas mon propre cabinet. OK. C'était en fait, j'étais dans une agence qui est partout dans le Canada qui permettait justement dans ce modèle d'affaires-là, qui aujourd'hui, c'est plus régulier, mais dans le temps, c'était moins fréquent, d'ouvrir un peu ton équipe. J'étais courtier associé. Okay. Comme un petit peu associé dans l'entreprise, c'est freestyle. Fait que c'est ce que j'aimais. Parce qu'avant, j'étais ailleurs dans une autre bannière qui était une très bonne bannière, mais j'étais comment tu dis, le canard à... Le petit canard, lui qui fitait pas. Là. C'est quoi ce style? Le canard à canard noir. J'ai le canard noir. Là, en tout cas, cette affaire-là. Je fitais pas dans le moule, puis malgré le fait que j'étais comme à temps partiel, j'étais 13e sur une centaine, je faisais des flips on the side, mais tu sais, mon branding était rouge, la bannière était bleue. J'avais parti aussi, c'était pas une compagnie qui s'appelait nousachetonsvotemaison.com. Fait que tu sais, honnêtement, j'avais l'impression que le proprio de l'agence, malgré que je faisais mes choses, il pensait que j'étais un criminel, man. Okay. J'avais vraiment cette impression-là, puis que ça a tout le temps créé des petites frictions, mais tu sais, je le confrontais pas. Puis à un moment donné, je reçois un appel, puis il me dit « Richie, tu fais plus partie de l'agence. » Un autre claque que j'ai mangé, là, j'étais comme Chris. Moi, dans ma tête, je fais du volume, je t'écœure pas, j'ai pas besoin, tu sais, pourquoi tu fais ça? Ouais. Puis je l'ai trouvé rough. Mais aujourd'hui, je suis content. OK. Ça a été un bon move, au final. Hein. Ça a été un bon move. Puis dans le fond, dans le courtage, quand j'ai changé, ben là, j'avais une couple, même des clients que j'avais financés qui ont probablement aimé le service que j'ai donné, sont allés courtier hypothécaire. OK. Fait que finalement, quand j'ai switché, j'ai dit viens-t'en, chat Bélan. Ouais. En tout cas, on a monté quelque chose, on était rendu 8-9 peut-être. Ça a été le fun, mais à la fin, j'avais plus de flamme. Ouais. Fait que ça m'a amené à justement à faire d'autres choses. Puis en parallèle, je faisais du développement immobilier avec mon associé actuel, Guillaume Marcoux. Donc, tu vois que quand j'en parle, je me rends compte que tout se boit. Mais jamais j'aurais pensé aujourd'hui avoir un cimetière. Jamais. Ouais, attends, on s'en va là. On s'en va là vers quand je regarde l'évolution, je suis comme d'un gars qui fait de la guinée à un cimetière, il sait pas c'est quoi. Là, moi, je trouve ça assez fou comme développement, mais comme on dirait que ta vingtaine a été rock'n'roll en termes de comme beaucoup de différentes choses. Puis ce qui est cool, c'est que je pense que ça va vers ta créativité aussi, tu t'es jamais arrêté juste sur une chose. Tu aurais pu faire juste du courtage hypothécaire. Oui. Puis en rester là. Tu as décidé d'être créatif et d'aller beaucoup de choses. Puis justement, c'est mon prochain point. Avec ce Guillaume-là, tu as acheté plus de 25 millions de pieds carrés depuis le début. Je me trompe pas? Oui, exact. Fait qu'il y a eu du développement immobilier en masse. Oui, puis ça va faire quoi? 7 ans qu'on est ensemble. Ça a commencé des petits projets. La première maison, c'est une maison de 259 ans à Sainte-Thérèse. C'est la plus vieille de la MRC. On avait passé à l'émission Tous embellés avec Julie, d'ailleurs. Okay. Puis c'est une vieille maison. On a fait 2 terrains de triplex. On devait en faire 3. La ville a bloqué. Phil and Agree, on a acheté, mais tu sais, ça a l'air gros, c'est gros, 25 millions, mais en même temps, c'est juste les 2 terrains de golf qu'on a achetés, c'est 12-13 millions de pieds carrés par temps. Là, on avait un autre projet aussi, c'était un autre 6 millions. Fait que tu sais, ça va vite. Ça va vite comme ça. C'est sûr qu'un promoteur à Montréal qui, lui, fait ses passes sur un 50 000 pieds carrés, il ne pourra jamais avoir ça. C'est-tu la maison sur... À Chigan-Ouest. C'est ça, non? Pas loin de la BST, là, la rue de la BST. Juste à côté, là. Quand tu vas vers l'académie... Ouais, entre les deux, à ta gauche. En même temps, tu pars de la BST, il y a une maison qui... Puis là, elle existe plus, cette maison-là. Non, elle est toujours là. On l'a gardée, elle est patrimoniale. Il y a une belle plaque en avant. Mais vous avez pu bâtir... On a loti 2 terrains de triplex. C'est vous autres, ça. Parce que j'habitais à même pas 5 minutes de là. Fait que quand j'ai vu développer ça, j'ai dit, mon Dieu, ça se développe là. Mais c'était toi. Oui, exactement. Exact. J'adore ça. Ça, c'était nos premiers projets, je te dirais, qu'on a fait, puis on a fini par grossir. OK. Puis comment qu'on trouve ça, un partenaire comme ça? Je veux dire, j'ai été en affaires avec plusieurs personnes dans le passé, des amis, des gens complètement inconnus. Oui. De ton côté, est-ce que c'était ça? C'est-tu un ami? C'est-tu quelqu'un que, de fil en aiguille, vous êtes rencontré professionnellement puis vous avez investi? Comment ça se passe, rencontrer quelqu'un comme ça pour investir, je peux dire, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions pour acquérir des choses comme ça? En fait, il y a une application, c'est comme Tinder de partenaire d'affaires. Ça se Il swipe. Lui, il a l'air compétent. Il a l'air bien. Mais lui, en fait, à la base, je l'ai rencontré, le François en question, je te parlais. Il travaillait pour François. OK. Mais il s'occupait justement de tout le volet technique. On est très complémentaires, moi et Guillaume. Moi, je pense que je suis le visionnaire. Lui, il est vraiment le gars plus analytique, technique. Fait que ça se complète bien, puis on se challenge souvent. OK. Fait que c'est à partir de là, puis m'a emmené justement... au travers de mes flips de maison ou mes acquisitions de maison,
j'avais vu, justement, il y en avait un duplex que j'avais trouvé, puis il y avait une possibilité de lotissement selon mes calculs. Je m'en vais voir Guillaume, je dis, hey, je vais te payer un decide, là, mais tu veux-tu me faire un calcul, faire les vérifications, les possibilités, puis me dire ce qu'il y en est. J'envoie la facture, je regarde, c'est beau. 1, 2, 3, 4 fois. Puis là, à un moment donné, je m'en vais le voir, je dis, hey, Guillaume, qu'est-ce que tu dirais que je te paye plus? Mais que je m'occupe de l'idée, le projet, je vais mettre l'argent, tout ça, puis qu'on split les profits. OK. Pas longtemps après, il y en avait des dossiers. OK. C'est quand même là, des petits. Ouais. Fait que c'était. Puis lui, à ce moment-là, en même temps, il venait de quitter aussi. Là, il avait quitté, ça faisait quelques temps, l'endroit où il était. Il était rendu pour une autre firme de développement immobilier. Fait que ça concordait au niveau du temps. Puis ça faisait du sens, justement, de structurer ce partenariat-là, OK. en fait, avec lui. Très, très cool. Parlons maintenant de votre coup de circuit que vous avez acquis dernièrement, un énorme terrain de golf que vous avez décidé de transformer en cimetière. Ouais. Moi, je veux dire, ça fait quelques années, puis on a vu passer dans les journaux, je pense dernièrement, il y a quelques années, le fait qu'il y avait beaucoup de promoteurs qui achetaient des terrains de golf puis qui transformaient ça en gros domaine résidentiel, puis ça a fait un petit peu polémique. Il y en a qui étaient comme non, on veut pas ça, il y en a qui sont comme go, d'autres développements. Vous, c'était-tu le plan à la base? Je veux dire, acquérir un terrain de golf, on le sait qu'en ce moment, je veux dire, c'est des beaux investissements pour bâtir du résidentiel. Mm-hmm. Il y a un besoin résidentiel. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour ouvrir un cimetière? Plusieurs choses. Premièrement, on l'a acheté en décembre 2019, le premier terrain de golf, qui est dans Laurentides. Puis la COVID est arrivée. Oui, la fameuse. Je me sentais petit dans mes shirts. Ah Moi, ouais? tu sais, j'étais rendu avec... j'avais 11 maisons, là, 11 maisons avec bachelor à ce moment-là. Je n'avais vendu beaucoup. OK. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je viens de faire? Là? Je me mets dans le trou. Là. Tu sais, dans ma tête, c'était comme, je l'ai stressé. Là. OK. Tu peux utiliser des chiffres ou tu peux pas? Sur certaines choses, je vais t'en dire. OK. Mais pour vrai, c'était pas si cher l'acquisition du terrain OK. de golf. Nous, on l'avait sollicité avec une lettre d'intention pour acheter le driving range. OK. Tu sais quoi, un driving Ouais. range. Puis le monsieur en question, super sympathique, lui et sa femme, tu sais, il s'en allait proche de la retraite. Puis là, il était fier de son terrain, tu sais, avec raison. Ils ont eu beaucoup de temps puis tout ça. À un moment donné, je dis entre deux cracks, en tout cas, la journée que tu vas vouloir vendre ton terrain de golf, fais-nous signe. On n'avait pas closé encore le driving range qui était plus utilisé. Je reçois un texte, genre 5 jours plus tard ou une semaine, peu importe. C'était-tu sérieux ton affaire? Une affaire juste simple de même. Tu sais, le monsieur, il m'attend pas qu'il me texte. Là. Je suis comme, salut, c'est qui? Il dit, là, il me parle, là, je suis comme, OK, ouais. Je dis, ben laisse-moi voir. Là. J'en parle à Guillaume. On se met à analyser le dossier. Puis la beauté de ce projet-là, c'est que ce qui coûte cher dans le développement immobilier, beaucoup, puis les impondérables, c'est dans les ouvertures de rue. OK. Ça peut varier. T'as-tu du dynamitage? Il y a plein d'éléments. Si c'est une rue publique, privée, ça varie beaucoup. Lui, je te dirais 40% du terrain de golf donnait sur des rues existantes. OK. Nous autres, tu fais quoi? Tu achètes, tu fais juste le tir à la ville, tu déposes un plan. Fait que moi, j'ai fait une offre d'achat conditionnelle à l'approbation d'un plan de lotissement à Québec. Puis j'ai dit, la journée que j'ai ça, on passe au notaire. Puis on savait à peu près quand. Fait que Guillaume a embarqué sur le dossier, il travaillait ça, il a soumis. Quand on a passé au notaire, justement, comme je te disais, en décembre, c'était entre Noël puis le jour de l'an, le gars il était revenu. La notaire, c'est une de mes amies, Maître Thibodeau, elle avait ouvert pour nous. Puis pour moi, c'était un gros moment. Ouais. Puis là, suite à ça, nous, on a tout le lotissement sur front de rue. C'est parti de même avec la COVID, finalement. Ben oui. Puis nos premières maisons, écoute, on les vendait, puis c'était des belles maisons avec bachelor en peut-être mi-janvier. Je pense que la première, on l'a vendue 3,40, soit plus taxe ou taxine. OK. Puis je te dis, là, l'été passé, ça se vendait 600. 600, même je pense que ça s'est vendu un peu plus... Parce que quasiment, on avait un modèle comme fétiche. Fétiche, ouais, c'est ça? Ouais. On a dit footiche, mais c'est pas la même chose. on avait un modèle qui se vendait bien, puis tout le monde a quasiment pris ça. Fait que, tu sais, j'en revenais pas. J'étais comme, on aurait dû les garder, mais encore là, on aurait dû, ben, on le savait pas. Fait que, on a fait ça. Pour en arriver avec un résiduel, on avait une partie de terrain qui n'était pas sur front de rue, 2,5 millions de pieds carrés. Puis un moratoire en ce moment qui empêche les ouvertures de rue. Ils veulent tous garder ça dans le périmètre urbain pour densifier tous les services, puis ça se passe dans des endroits plus stratégiques. Ça faisait en sorte que sur notre 2,5 millions de pieds carrés, il fallait lotir, c'est du 40 000 mètres carrés, fait qu'on pouvait faire 5 terrains, 4 terrains. OK. Pas rentable. Ah ben non. Puis là, ce qu'on attend, dans ce temps-là, on pensait que peut-être en 2035, ça tomberait. On fait quoi? C'est long, là. C'est long, exactement. 15 ans. Puis c'est peut-être. Ouais. Fait que je pense que ça s'en va pas vraiment pas vers ça depuis l'évolution. Fait que on cherchait des idées. On a fait une genre de consultation avec des voisins aussi. Puis tu sais, une petite madame a dit faites un parc. Ouais, mais madame, c'est pas rentable un parc. Là. On n'est pas une ville. Allez-vous être prête à nous payer 150$ pour aller faire de la raquette?
Ah, mais ça marche pas. Puis je trouve que ça, c'est une grosse problématique dans le développement immobilier. Les gens veulent quelque chose, puis les méchants promoteurs, on a des paramètres à respecter. Là. Fait qu'on n'est pas des OBNL non plus. Puis honnêtement, dans les idées, je me rappelle pas quand, comment, mais j'ai un flash que j'étais dans la douche avec mon ex. Mais pas dans la douche avec elle, là, mais pendant que... Non, on pensait à un cimetière. Puis je me rappelle, je dis une idée. Puis j'avais toujours des idées de même. Là. Elle dit, c'est quoi ton idée? Je suis comme un cimetière ou je ne sais pas comment j'ai emmené ça. Parce que dans ma tête, j'ai calculé, je dis, hey, c'est du terrain quand tu le regardes. Un cimetière, on vend du pied carré. Ouais. Mais c'est une tombe, ça a à peu près 2,5 par 7. Ils vendent ça à peu près de temps. Je suis comme, hey, ça fait tant du pied carré. C'est le prix d'un terrain à Montréal, le pied carré. Je le paye genre 200% moins cher que ce que ça peut valoir. Là, c'est à partir de ça, j'arrivais, je n'ai parlé avec Guillaume. Guillaume connaissait des ingénieurs forestiers très réputés. On a donné un mandat pour faire le plan d'aménagement forestier puis conceptualiser ce qu'allait être notre forêt. Puis là, tout commençait à prendre forme. Mais tu sais, on était dans le néant. Il n'y a pas de statistiques dans le funéraire à part le nombre de morts. Tu peux pas voir. Puis les transactions, c'est pas finançable, un cimetière. Fait que je peux pas dire, ce cimetière-là, c'est vendu tant, mon comparable est tant. Oh, mais non. Puis, fait que c'était très de... Ça se vend pas. Hein? Ça se vend-tu, ce Il y en a qui se vendent. Mais okay. c'est parce que tu as un volet... Il y en a qui sont des cimetières privés, oui. Parce que justement... j'allais dire, il doit y avoir beaucoup plus de public que de privé. Oui, effectivement, à cause justement de la religion dans le temps, il y en a beaucoup. Okay. Mais tu sais, c'était pas... Il y en a beaucoup qui c'était pas 100% des OBNL. Okay. Fait que les activités funéraires peut-être étaient plus le profit de la paroisse ou du diocèse. Mais tu sais, ça n'a pas évolué. Puis c'est là que moi, j'ai eu une orgasme de créativité. Là. Je dis, aïe, on peut tout faire ça. Puis en fêtant des idées, justement, on voyait ça avancer. Puis ça l'a emmené à ce que c'est aujourd'hui le projet, 4 ans plus tard. À 35 ans, tu étais un peu plus jeune à ce moment-là. Oui. C'est-tu fucké de se lancer un cimetière? Parce que je veux dire, tu es un gars créatif, tu es un gars d'immobilier, on monte des projets résidentiels, on monte des business, on monte des choses. Puis là, tout d'un coup, tu te retrouves à lancer un cimetière. Ça doit être fucké. Ah ouais, c'est spécial. C'est spécial, puis c'est une industrie qui est très spéciale. OK. Également, il y a 2-3 gros joueurs qui ont le monopole, carrément. Il y a d'autres petits joueurs. Puis c'est tout, ils se connaissent, ils veulent pas savoir vraiment ce qui se passe chez l'autre. Ou ils sont... Fait que ça a été un grand apprentissage entre les idées. Puis je pense que ce qu'on a peut-être minimisé, moi, Guillaume, puis les filles à l'interne, c'est le volet opérationnel. Parce que avant, là, il y avait moi, Guillaume, puis Fanny au bureau. On envoyait des lettres d'intention, on achetait, on vendait, on faisait du profit. Simple. Pas de cassage de tête, c'était le fun. C'est le fun ce qu'on fait parce que là, on a comme une mission. On crée quelque chose, puis en passant, on a une servitude de protection forestière. On est le premier cimetière au Canada, c'est pas au monde que ça. Okay. Fait que tu sais, ce qu'on crée, ça va être là dans 800 ans d'ici. Ça s'enlève pas, ça. Là. Fait que c'est de la protection, c'est de la création de forêt. Puis selon nos ingénieurs, on a 5 zones forestières avec 5 essences d'arbres. On plante 7000 arbres. Fait que ça va être, de se dire, une ou la plus belle forêt du Québec. C'est quand même nice. Mais c'est quand même fou à penser aussi, de dire la plus belle forêt du Québec va être un cimetière. Oui, par la contribution de défunts. Fait que c'est le fun. Tu vis toute notre vie, on pollue. Mais là, pourquoi tu finis pas un petit poumon pour la planète? Tout faisait du sens là-dedans. Là. C'est vraiment cool le message derrière le cimetière. Puis comme je vais te laisser le vulgariser mieux que moi, parce que comme tu viens de le dire, c'est tellement cool de voir la fin de vie comme étant un peu une renaissance vers autre chose. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis peux-tu nous parler justement un petit peu du concept? Parce que là, on comprend c'est quoi un cimetière, comment tu es venu avec ça. C'est quoi le concept techniquement qui vous différencie en tant que cimetière? Parce que là, on a parlé de protection de forêt. Oui. Quelqu'un qui décède, qui veut se faire enterrer chez vous. Enraciné. Enraciné, vas-y. vas-y. Le premier à l'utiliser aussi. Vulgarise-moi ça. C'est très significatif. On s'enracine. On s'est fini d'enterrer quelqu'un. Je trouve que ça met dans la terre, c'est pas aussi le fun. Pour l'instant, nous, c'est des cendres. Okay. On est en train de regarder peut-être pour le volet enterrer, enraciner des corps, mais il y a du technique avec le ministère de l'Environnement et tout. Puis la demande aussi, statistiquement, je te dirais que maintenant, c'est comme un 15% des gens qui vont aller vers la mise en terre des corps versus les cendres, la crémation. Fait que, il y a aussi du calcul de marché à faire là-dedans. Mais on le regarde en ce moment de façon quand même... on avance le dossier. Écoute, on dirait que j'ai comme tellement d'affaires à te dire. Vas-y. Ce qui nous différencie,
pour vrai, il y a l'aspect, comme je te dis, la servitude de protection, c'est quand même un élément fort. Puis pourquoi qu'il y a ça? Bien, il y a deux raisons. Un, c'est qu'on est qui, nous? À un moment donné, on s'est regardé, moi, puis Guillaume, qui? Puis là, il m'appelle le terroriste, mais je l'appelle le viking, une grosse barbe rousse. Fait que, tu sais, je me dis, c'est quoi notre crédibilité face aux boomers, aux personnes souvent qu'on vient qui sont plus vieux, excuse-moi le terme, je ne vais pas nous minimiser, là, mais ding et dong qui partent d'un cimetière. Tu sais, je veux-tu mettre mes parents là parce qu'ils pourraient avoir un risque de whatever, quoi, parce que tu connais pas, puis les gens prennent pas le temps, des fois, de comprendre. OK. Un cimetière étant insaisissable, on n'a pas de dette. Il n'y a pas de créance. Fait que la banque ne va pas saisir ton grand-père. Tu comprends? Fait que, chez nous, ça va rester une forêt. Puis à la limite, si on change de domaine, un autre joueur de l'industrie qui va dire, qui trippe parce qu'on voit qu'on a passé dans 160 médias. Fait que l'intérêt est là. On se fera racheter si on veut aller vers ça. Mais pour revenir, dans le fond, la servitude, l'idée initiale de tout ça, c'était de bypasser, quand je te parle de créativité, de bypasser la loi de bonne façon. Au Québec, le maximum d'une concession, c'est 99 ans. OK. Fait que les gens ne sont pas nécessairement au courant. Il y a du 25, 50, 75, puis 100 ans. Bien, après ça, si tu signes pour un 25 ans, bien, ils peuvent exhumer le corps ou les cendres, le mettre à où est-ce que ça va, puis revendre l'espace. OK. Carrément. Ça, c'est pratique fréquente. Mais moi, dans ma tête, ça faisait pas de sens. Parce que je suis comme... Ça reste... Tu sais, la loi parle beaucoup de respecter la dignité des défunts. Je suis comme... c'est bof. Pas tant respectueux. Fait que ça, c'est l'élément. En mettant la servitude en place, ça fait que même après 99 ans, moi, nos contrats sont 99 ans, mais ça va continuer. Fait qu'à perpétuité, après 99 ans, ma servitude empêche le coupage d'arbres, puis ça devient logique là-dessus. Okay. Fait que ça, c'est un des éléments. L'autre point, je te dirais, c'est le point fort, c'est notre technologie. Ouais. Cette technologie, c'est... Je pense qu'on est précurseur. Il y a un changement générationnel qui est en train de se faire, même dans le sens de la mort, de la religion. Il y a beaucoup de nos clients qui viennent qui sont dans la spiritualité, dans l'ouverture, moins dans le... je ne vais pas nommer une religion en particulier. On dit qu'on est ouvert à toutes les religions, on les respecte, mais on ne veut pas nécessairement de grosses pratiques religieuses. Okay. Pour le respect, justement, de tout le monde. Puis on dit même que notre religion, c'est l'écologie. On l'apporte comme ça. J'aime ça. Puis les gens adhèrent beaucoup, beaucoup à ça. Puis l'application, c'est quoi? Tu connais Pokémon Go? Ouais. L'idée est venue aussi de là. C'est direct comme ça que je l'ai comparé tantôt, puis j'ai fait comme je me sens bizarre de le comparer comme ça, puis je suis sûr que lui va pas le comparer comme ça, mais tu viens de le faire. Fait que continue, j'adore ça. 100%. Pokémon Go a été l'idée déclencheur, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, on a 7000 arbres. Nos concessions familiales, nos arbres familiales, c'est jusqu'à 8 membres de la famille. Membres de la famille, les proches, même les animaux de compagnie qu'on accepte. Fait que tu achètes un arbre. Fait que tu fais le calcul. 5000 arbres fois 8, c'est 56 000 potentiels défunts. Imagine 56 000 plaques dans une forêt. Il n'y a rien de sexy, il n'y a rien d'écologique. Tu sais, ça ne cadre pas avec notre mission. Nous, on veut que les gens marchent en forêt puis le monde se sente bien chez nous. Bien là, il fallait trouver une solution. Puis l'application fait en sorte que, justement, au pied de chaque arbre, nous, on a sorti les données géographiques de chaque arbre qu'on va planter, latitude, longitude, puis on fait apparaître des coffres virtuels. Fait que dans notre application qui est gratuite, la famille recherche, par exemple, ma grand-mère qui est ici, Liliane Sigouin, à la Google Maps, nos sentiers ont tous été sortis. Tu arrives à l'arbre, il y a un pop-up qui sort, puis qui dit « Cliquez ici ». Tu tombes en mode réalité augmentée. Le coffre apparaît au pied de l'arbre, tu cliques, ça s'ouvre, il y a des photos, des questionnaires, des vidéos. Puis là, il y a plein de phases supplémentaires qu'on veut développer pour garder justement le volet générationnel. Mais c'est quand même... C'est le fun. Je trouve que ça apporte... T'as pas juste un nom, une date. Il y a d'autres choses en arrière de ça qui fait que c'est puissant. Là. Dans le fond, c'est un arbre qui est déjà planté et que tu y mets les cendres. Comment ça fonctionne? On a rechangé justement un peu le modèle d'affaires. Au début, c'était l'action de venir planter un arbre. Minimum, on dit dans les contrats 3 pieds, mais normalement, c'est du 5, 6, 7 pieds qu'on plante. Mais là, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde. C'est quand même des gros arbres. Bouger, niveau opérationnel, c'est pas super. Fait que nous, au préalable, on a planté ces arbres-là. Quelqu'un qui veut encore le planter de lui-même, il peut, comme avec un service à la carte. Mais il y a des arbres, il choisit son arbre comme dans un dealer. Tu vois l'arbre qui est là, ben je veux cet arbre-là. Puis tu peux même pimper ton coffre. Okay. Fait qu'admettons, toi, tu es un fan de golf, ben au lieu de te mettre un coffre qui rouvre, je vais te mettre une balle de golf qui rouvre. Fait que si tu veux une Porsche, on va te mettre une Porsche qui rouvre. Fait que, ça apporte aussi les gens sont curieux, fait que tu pars, puis là, tu es à la recherche de voir un peu ce qui se passe. Tu peux avoir l'option d'avoir ton coffre privé. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que si je me promène, je vois les coffres de tout le monde? Oui. Est-ce que je peux ouvrir les coffres de tout le monde?
Sauf ceux-là qui ont pris l'option, justement, privée. Privé. OK. Exact. On suggère, mais on respecte les décisions quand même, de le garder ouvert parce que, tu sais, tu choisis ton contenu. Fait que, c'est ça un peu qui est beau, c'est de savoir, tu sais, dans le questionnaire, mettons, ta grand-mère, c'est quoi la meilleure recette de brownies? Mais tu peux avoir la vraie recette au complet. Okay. Tu sais, les enfants de mes enfants, ils vont arriver, hey, crime, grand-maman, son brownie, c'est le même, on l'essaye dessus. C'est hot, là. Ouais. Fait que, tu sais, mais il y en a qui veulent garder ça pour eux, puis on respecte. Mais là, on a une configuration dans l'application, ils ont des codes d'accès pour eux. Les gens voient le coffre, mais quand tu cliques, il n'y a rien qui se passe. Fait que ça, on y a pensé aussi. Très cool. Mais c'est le fun. J'aime ça. Juste un petit mot pour le sponsor du jour qui est Renard Boucherie en ligne. Je ne vais pas me cacher avec la boîte ici, là. Renard qui est dans le fond une possibilité d'acheter votre viande directement sur leur site web. Moi, qu'est-ce que j'aime? Je suis un gros mangeur de viande dans la vie. Mais quand on va à l'épicerie, vous le savez comme moi, des fois, trouver la belle pièce de viande, c'est assez difficile. Puis c'est pas compliqué. Là, il m'a donné la crème de la crème. J'ai du Wagyu japonais ici. Du filet mignon Wagyu juste là. Puis mon Dieu, le mastodonte qui est là. Un tomahawk Wagyu. Il y a plusieurs différentes possibilités de combinaisons de viande. Ils ont des boîtes spécifiques, ils ont des boîtes en semence durant le temps des fêtes aussi. Fait que si vous allez voir ça, allez voir sur Boucherie Renard et utilisez le code PASORDINAIRE10 pour 10% de rabais. Merci à Renard de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Je le sais que, tu sais, évidemment, je veux pas être indiscret, il y a de la confidentialité, il y a des clients, évidemment, c'est un moment important de leur vie, la mort, c'est quelque chose qui est un peu tabou, whatever. As-tu le droit de mentionner une anecdote? Es-tu arrivé quelque chose? Quelqu'un qui... Je sais pas. Je veux pas être impoli ni rien. Y a-tu de quoi que tu peux nous mentionner par rapport à quelqu'un qui s'est fait enterrer ou autre, qui t'a le droit de le mentionner? Ben, il y en a une que j'ai en tête, puis je vais justifier le pourquoi, puis je pense elle va être très à l'aise, mais je te dirais que, sans nommer de nom de famille, ce qui est beau, c'est d'écouter les gens. Puis moi, honnêtement, je suis un gars qui est très straightforward, puis j'écoute pas. Je me rends compte que si je veux faire attention à ça, là, on s'améliore tout. Mais souvent, je suis comme, tu me parles, puis là, je suis en train de penser à ce que je vais faire. Ouais. Mais là, ça me permet de me déposer quand on fait des rencontres avec les familles, d'écouter leur histoire, d'écouter leur vision de la vie, puis tu sais, plus que tu es proche de la mort, plus tu te sens vivant. Ouais. C'est fou, là. Carrément, ouais. là. Je me promène dans des beaux cartes de golf, on les embarque avec nous, puis on se promène, puis ils me content leur histoire. Une de nos clientes, justement, ça faisait 49 ans qu'elle était avec son mari. Puis une madame super fine. Puis comme, elle vient souvent voir l'arbre, justement, de son mari. Puis ça me contait l'histoire. Puis je suis comme, hey, c'est ta vie, là. C'est fou, là. Puis elle me parlait de ça. Puis je suis comme, puis elle avait de l'air forte. Il y avait de la résilience dans elle. Mais tu voyais que c'était quand même rough. Ouais. Mais tu sais, je suis comme, de la façon comme elle en parlait, je suis comme, wow, c'est beau. Puis là, ça amène à des sujets générationnels. Je suis comme, tu sais, je sais pas si aujourd'hui on va voir ça du 49 ans de relation. C'est triste. Ouais. Puis on argumente. Mais tu sais, on développe plutôt qu'argumenter. Puis je trouve ça intéressant d'entendre toutes ces histoires-là. Quelque chose qui m'a touché d'une cliente qui, juste pour mettre en perspective pourquoi je vais en parler, c'est qu'on a des ambassadeurs et ambassadrices et non des influenceurs. C'est des gens qu'on trouvait qui fitaient, soit par rapport à l'image de la famille ou plusieurs paramètres qu'à l'interne on a choisi. On les a approchés, on a dit, écoute, veux-tu une concession chez nous qui fait un peu de création de contenu? On est en 2023. 100%. Peut-être en 24 quand ça va sortir. Puis il y a une fille qui est Falbala Cloutier. On peut la voir. Puis justement, elle pousse beaucoup ce message-là. En fait, elle a accouché d'un enfant mort-né. OK. Je connaissais pas ça. Je savais que ça existait, mais quand on l'a approchée, elle est super sympathique pour vrai. Puis elle en parle ouvertement. Puis une super bonne personne. Puis je me rappelle que je faisais des tests dans mon application à m'emmener. Puis c'est pas moi qui rentre les photos, c'est à l'interne qu'ils le font. Fait que là, à un moment donné, je vais aller voir l'arbre de Falbala. Là, je fais mon test. Je m'en vais. Quand j'arrive à l'arbre, je clique. Il y avait la photo de Léane, sa fille. J'étais comme, oh, c'est quelque chose. C'est fort. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des affaires, là, même des fois, tu fais comment? On vit des épreuves, je t'en parlais tantôt. Tout le monde en vit, puis elle, justement, elle a ressorti positive, malgré que c'est une étape que tu te dis, il n'y a rien de positif là-dedans. Mais là, aujourd'hui, elle est ailleurs là-dedans, puis ça l'a emmené à être justement plus ouverte. Elle parle de ça, elle a une mission, puis elle est rendue à son compte. Fait que je suis comme, ça t'emmène à des places, la vie, des fois, que ça te choque, ça te brasse, mais continue, man. Continue. J'aime ça. Pour terminer avec le cimetière, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu te sens bizarre par rapport au concept de faire de l'argent dans un modèle comme la mort? C'est bizarre un peu, puis encore une fois, je veux pas te prendre au dépourvu par rapport à ça. J'adore la c'est question. comme,
on est dans un... Non, j'aime... On est deux entrepreneurs, on veut faire de l'argent, etc. Il y a le volet un petit peu plus sentimental, éthique, whatever. Oui. On le sait que la mort coûte cher. Oui. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Honnêtement, j'ai jamais analysé ça parce que tu vois qu'à quel point que ça m'importe pas. Dans le sens, pas parce que, mettons, financièrement, on est correct ou quoi que ce soit, c'est par rapport au fait qu'on le fait pas pour ça. Okay. Puis je pense que c'est ça que les familles aiment chez nous. Puis fais le tour, il n'y a aucun cimetière qui affiche des prix sur un site. Nous autres, toute transparence, c'est notre message. Là, on est transparent sur tout. Peu importe avec quel partenaire tu fais affaire, c'est les mêmes prix. On ne va pas te vendre 56 000 choses de garantie, assurance antifraude. Ou, des upsells à pu finir. Là, Bien, on peut upseller, mais dans notre gamme qui est limitée pour l'instant à 4 offres. Puis là-dedans, il y a du à la carte parce que les gens aiment personnaliser leurs choses, on s'est rendu compte. Mais est-ce que je me sens mal? Non, parce que je suis fier d'offrir une solution qui est unique. Puis les familles, c'est ça qui est le plus beau quand ils viennent chez nous, le merci. Tu sais, moi, je me rappelle la première cliente que Nathalie avait rencontrée, ben, elle nous avait envoyé un beau message, Nathalie, là-dessus, puis ça a dit... Elle est arrivée comme dans notre pavillon, elle était au centre, puis elle a arrêté comme de parler pendant 1-2 minutes, puis elle regardait, puis tout est vitré, là. Tu sais, c'est pas un vieux bâtiment, tu sais, ça respire, là. On est dans la nature, c'est vivant. Puis la cliente a juste comme merci. Mais tu sais, ça venait du cœur. T'es comme, oh shit. Elle dit, tu sais, merci d'avoir pensé à ça, d'avoir fait ça, parce que qui bénéficie de ça, c'est les familles. Ouais. Puis les gens, souvent, tu vas entendre, ah, mec, je meurs, même ils sont nos poubelles. Hey, monsieur, est-ce que vos enfants, vous, ils vont pas être tristes le soir, vous pensez de mon papa? Ouais, mais non. Je suis comme, ouais, mais je comprends peut-être, mais tu sais, pensez des fois aux générations qui vont suivre, pensez à l'aspect écologique et positif de la chose. Puis c'est un geste très symbolique qui va faire en sorte que quand les gens viennent, on a 3 km de sentier. Là. On a un volet éducatif, il y a plein de choses. Là. C'est vraiment... C'est un lieu qui est magnifique. C'est pas parce que c'est à nous, là, mais c'est magnifique. Ouais. Fait que les familles, c'est pour eux que tu fais ça. C'est pas pour toi. Puis en termes de profitabilité, oui, on n'est pas un OBNL, mais comme je dis, on en offre plus pour moins comparativement au marché. Fait que je suis 100% à l'aise. Très cool. C'est le fun aussi de... Encore là, je veux pas me projeter. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la mort. Encore là, comme je l'ai pas vécu, fait que je redoute ça un peu. Fait que mes parents, mes grands-parents qui sont restants ou whatever, comme je vais très certainement regarder des options comme ça parce que je trouve ça le fun de... Un cimetière, pour moi, ça fait peur. Ça ne t'attire pas à y aller. Puis c'est ce qui est plate aussi de dire, tu sais, tu veux tourner la page, sans tourner la page, comme tu sais, ta vie continue, mais c'est pas pour autant que tu dois mettre tes parents ou tes grands-parents ou peu importe qui de côté à ce moment-là. Puis je veux dire, je pense qu'une visite fréquente et le fun aussi, puis pour les autres générations, pour mes enfants, etc. Fait que je pense dans un concept, dans un environnement comme ça peut être beaucoup plus positif, beaucoup plus plaisant comme journée que d'aller entourer de d'autres pierres, de d'autres... Je sais pas, on dirait que c'est un... Il y a des études là-dessus, justement, puis Isabelle, qui fait partie de l'Institut des territoires, qui sont nos ingénieurs forestiers, elle a dit, on a un documentaire justement, puis elle a dit qu'il y a des études comme quoi que la marche en forêt, comment qu'elle dit? C'est son langage, là, mais comme quoi que justement, tu as des bénéfices au niveau justement des hormones que ça peut créer dans ton corps, d'être en nature. Tu as le Shinryu aussi, l'énergie des arbres qui est... Et maintenant, ils prescrivent des marches en nature. Je pense que ça fait 1 an ou 2 au Québec. Okay. C'est hot, là. Ouais. Tu vois des liens, là, que on parle d'aider le deuil, ben, pour vrai, tu viens chez nous, c'est vraiment le fun. Tu vois, jamais... même tellement qu'à un moment donné, on ne voulait pas s'appeler cimetière. Okay. Puis on a checké avec notre avocat, puis il dit, les gars, il faut tout changer, que ce soit municipal, fédéral, provincial, le mot cimetière, c'est quoi votre nomenclature, puis... Mais on veut pas que les gens pensent que c'est oui, c'est un... Nous, on se dit être un espace commémoratif. Okay. Mais quand même, toi, tu vas pas taper sur Google l'espace commémoratif. Okay, on est quand même cimetière, mais c'est rien d'un cimetière, c'est vraiment un beau lieu pour les familles, en fait. Là. Félicitations, j'adore ça. C'est vraiment très, très cool. C'est à quel endroit? À Sainte-Sophie. Okay. En fait, j'aime souvent dire qu'on est pas nécessairement proche de rien, mais on n'est pas loin de tout. Okay. Tu sais, tu vas voir des cimetières des fois, ouais, il est au coin de chez nous. Mais monsieur, est-ce que vous y allez au cimetière? Ben non. Mais tu vas y aller quoi, 1-2 fois par année? Ouais, ben 1-2 fois par année, tu vas faire 20 minutes d'auto, mais pour être dans un lieu que tu vas vraiment enjoy, tu vas dîner, tu vas profiter de la place, tu vas t'imprégner de la place, ça fait la différence. Oui, 100%.
Allons un peu dans ta vie personnelle pour terminer le podcast d'aujourd'hui, parce que tu es un papa d'une magnifique petite fille qui vient d'avoir 4 ans. Oui. Léa, right? Oui. Tu es rendu papa célibataire depuis quelques temps aussi. Oui. On va saluer ma femme en ce moment. Parce que tu veux-tu t'en aller là, toi? on va faire des comparaisons, ma chérie. Fait que je sais que t'aimes pas ça que je parle de moi, mais on est 2 entrepreneurs. Je suis un papa avec 2 enfants, encore en couple. Je sais exactement c'est quoi avoir mes enfants 24 heures sur 24, esti, puis je les aime d'amour, mais on le sait, le défi que ça vient avec. Toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu vis ça, la vie Monoparental. Ouais, disons-le comme j'aurais dit, papa à temps partiel, mais je pense encore mieux monoparental. Comment tu vis ça? Comment est-ce que tu conjugues travail, vie de famille avec ta fille, toutes ces affaires-là? Comment ça se passe? J'ai la chance d'avoir une mère qui est très présente. Elle est en arrêt de maladie. Ça, c'est pas le fun de ce côté-là, mais ça lui permet quand même de venir à la maison tous les lundis et vendredis depuis la naissance de ma fille, puis elle a raté une fois, puis elle se sentait mal. OK. Et puis, elle est bonne avec. Fait que ça m'aide beaucoup. Puis des fois, des soirs, j'ai des trucs que j'ai la garde. Elle peut m'aider, mais j'essaye le moins. Parce que, sans prétention, je me considère un excellent père, puis ma fille, elle me fait triper. Vraiment, vraiment triper. T'as l'air, je tripe solide. C'est vraiment une bonne petite fille. Puis... en tout cas, je vais sortir du coq à l'âne. Mais, fait que ça, ce côté-là, pour moi, c'est pas une problématique. Même qu'au contraire, je pense que... Je vais pas te donner d'idée, là. Mais, tu sais, ça t'apporte à avoir peut-être une meilleure... Puis en fait, je vais plutôt le tourner différemment. Vas-y. Quand vous êtes en couple, là, prenez le temps de vous faire une structure qui vous permet d'avoir votre temps puis de vous forcer. Que ce soit une fois par semaine. Ouais. Mais tu sais, moi, j'enjoy, admettons, mes soirs que je sais que je suis libre, mais des fois, je vais juste au spa. Des fois, je continue mon travail, mais au lieu de sors du bureau, je m'en vais au restaurant, je change d'environnement. Puis là, mon focus est rembarque, je lance mes affaires, puis je reviens, puis je me sens avoir complété à quelque chose. Fulfill. Exactement, Ouais. c'est le mot que je cherchais. Fait que, ouais, non, ça me fait triper, puis on dirait que ça me donne un why que j'avais pas. Puis souvent, j'entendais « cherche ton why ». Puis là, c'est con, mais je suis comme... Tu sais, oui, le risque, c'est moi qui le prends, mais là, j'ai des impacts. Puis, étrangement, quand j'étais jeune, je suis comme plus que tu vas grandir en business ou faire de l'argent, ou tu vas être moins stressé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bullshit! Parce qu'au contraire, t'as plus à perdre. Ouais, Moi, avant, je m'en foutais. J'étais dans un 2,5 à Saint-Jérôme. Puis c'est là que j'avais rencontré François. En plus, je savais pas, je m'en vais louer la place. À un moment donné, je sors, la madame, elle me dit « Ah, mon garçon est dans l'immobilier, c'est François. » Fait que, en tout cas, mais plus que tu grandis, je me disais hey, « Admettons qu'on plante, là. Pour je sais pas quelle raison, ma fille, elle va écoper. Là. Puis tu sais, si tu veux pas ça pour ton enfant... » Fait que, ouais, c'est le volet familial, pour moi, c'est pas une problématique. Je le gère bien en ce moment. C'est sûr que une séparation, tout le monde la vit différemment. Ça a été très difficile pour plusieurs raisons, mais ça revient à la résilience que je parlais. On va tout hit des coups. Ouais. Puis, dans tous les domaines, mettons, en business, maintenant, je regarde différemment parce que quelqu'un qui est, mettons, mal intentionné, tu peux pas voir les choses venir à certains niveaux. Puis moi, je suis un gars qui est prévoyant. Fait que, mettons, on fait une business ensemble, puis dans mon... soit que ce soit volontaire ou involontaire, ben je veux te tasser à un moment donné. Là. Ben, tu peux pas, à moins qu'il y aurait des signes ou whatever, mais en théorie, tu le sauras pas si tu es un bon poker face. Là, fait que tu vas arriver un matin puis faire signer ça, une close shotgun, whatever, va-t'en, puis t'es comme shit. Mais oui, tu peux te protéger, mais à un certain niveau, mais je pense que c'est garder la tête haute puis de continuer. Là. Très, très cool. T'as-tu de la misère des fois à peut-être lâcher le travail par rapport à ta fille, ou t'as vraiment des moments puis c'est comme... Honnêtement, non. Puis même au contraire, je me suis recrinqué parce que dans le temps, justement, je faisais des heures de fou là, en courtage. Puis là, j'ai commencé à aimer ne plus faire, à être relax, puis je me trouvais un peu mou. Puis d'avoir vendu justement mon agence, on va dire, là, la bannière que j'avais, ça m'a permis, en fait, je suis all-in. J'ai pas de... Avant, j'avais ma récurrence qui rentrait, c'était le fun, mais là, c'est comme, lève-toi, man, kick-toi le cul, puis tu sais que t'as des choses à faire dans ta journée. Motivation. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça l'a aidé aussi dans un certain sens. Hein. Okay. Dans la petite question, je te lance une petite craque en ce moment, puis... Let's go. As-tu déjà pensé toi-même devenir peut-être, excuse-moi le terme, un mentor, un coach pour qu'est-ce qui est de l'immobilier, de commencer à aider, tu parlais tantôt d'aider les gens. Oui. As-tu pensé, toi, avoir ce titre-là? Je pense pas que j'ai le statut là-dessus, dans le sens que je suis bon en immobilier. Mais tu sais, ça reste que si tu regardes tous mes bons coups, ça a quand même des liens avec la créativité. Okay. Je maîtrise des bonnes choses, mais il y a du monde 1000 fois meilleur que moi. Là. J'ai un chum à moi, on est dans le Levic, là, un truc d'immobilier. Je l'avais rencontré, Carl.
Je me rappelle, la première fois que je l'avais rencontré, on était un de mes amis avait acheté le camp Bruchesi. Il m'a emmené, je parlais avec quelqu'un d'autre, puis il dit « Hey, ce gars-là, ça a explosé, il travaillait avant, salarié, je sais plus trop où. » Puis le VIC, la dernière fois, il y avait des prix, 500 millions d'actifs. Un moment donné, je rentre où ma grand-mère habitait. C'était une affaire de 200-300 portes, puis l'autre bord de la rue aussi. Une petite feuille, là, cheap, là, même moitié toute fripée. Nouveau propriétaire, Groupe du Monde. Genre le petit logo, je suis comme... Là, j'envoie un petit... je pense qu'il y avoir une photo, je dis hey, félicitations. Tu sais, je suis comme... Il l'a pas écrit de nulle part. Tu sais, il y en a que, justement, tu vas acheter un condo, puis là, comme tu le spread. Le gars, il vient d'acheter, je sais pas combien de millions. Puis, fait que je me vois pas comme un mentor. J'aime... Tu sais, je veux donner de plus en plus. En ce moment, je te dirais que j'ai peut-être le manque de temps, puis je suis laser focus pour tourner le bateau du cimetière parce qu'on va devenir une entreprise de services funéraires en janvier. Fait que ça va aider, je pense, les familles à avoir un service tout inclus. Puis c'est ce qu'on s'est fait dire que les familles cherchent. Fait que voilà, non. Ça me fait plaisir de donner des conseils. Mais, puis tu sais, encore mentor, il y en a qui vont faire ça pour monétiser. Ouais. Tu sais, mentor pur et dur, je pense, c'est pas un statut que tu mets nécessairement, mais c'est juste que dans le quotidien, si ça l'a arrivé, ben tu le fais. Ouais, parce que je trouve qu'il y a des gens qui essayent un petit peu trop de réfléchir. Tu sais, tu me dis ça, puis je suis comme, tu sais, on se parle depuis le début de la semaine, puis tu m'as volontairement écrit quelques fois, puis hey, j'ai telle idée, j'ai telle affaire, t'es quelqu'un de très créatif, mais qui donne aussi, parce que c'est des choses que tu peux réfléchir, puis tu dis, ben, je ne donnerais pas, je vais garder ça en moi, ou whatever, tu donnes beaucoup. Puis pour moi, un coach, un mentor, c'est pas juste quelqu'un qui a 45 ans d'expérience, puis qui a telle affaire, des fois, c'est aussi... Mais c'est vrai que la personnalité aussi, ça... je veux dire, j'aimerais probablement beaucoup mieux apprendre de toi des trucs de l'immobilier que de quelqu'un qui a peut-être 800 portes, mais que... Comme celui que tu parlais, peut-être que lui n'aurait pas la personnalité qui fitterait avec moi ou aurait pas. Puis ça, sans le connaître. C'est dans l'hypothétique. C'est ce que moi, je visualise aussi. Des fois, il y a comme, tu sais, il y a les skills, ça, c'est évident, ça, c'est un must. Oui. Mais les skills peuvent être quantifiés après selon aussi la façon de faire apprendre les choses aux autres, de donner des idées, de rendre créatif. C'est comme, je me sens aussi créatif dans la vie, mais dans le côté plus de monter des business. En immobilier, holy fuck, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais ça m'intéresse énormément. Mais il faut quand même des connaissances. Tu sais, quand j'étais courtier, puis je dis pas que tu connais pas. Tu peux le dire parce que c'est vraiment ça. Mais je devrais me donner du temps pour le faire. Oui, mais ou de... par où je commence? Ben justement, si tu veux m'emmener, je t'expliquerai que ce soit des ratios d'endettement, tu sais, comment qualifier. Là, tu vois, il y a plein de choses de base qui sont quand même importantes. Mais à un moment donné, je me rappelle, je donnais des formations quand j'étais courtier hypothécaire avec les mordus de l'immobilier, entre autres. Puis je disais souvent que les gens vont dire l'immobilier, c'est risqué. Mais je suis comme, traverse la rue les yeux fermés, là, c'est autant risqué. Fait que c'est la même chose dans l'immobilier, si tu sortes dans un deal, mais moi j'ai 200 000, je vais te crisser là, puis tu connais pas tes paramètres, tu sais pas le marché, mais d'où tu vas sûrement te planter. Là. Oui, tu peux quand même te planter selon comment ton risque est gagé, mais tu sais que tu fasses mes premiers projets, j'empruntais, mettons, des 30 000, je stressais, après ça, tu rajoutes des zéros, c'est le même stress, mais c'est comme tu as soit plus de revenus, tu as plus d'équité, il y a des choses qui vont, c'est des vases communicants, je pense, mais au-delà de tout ça, c'est de passer à l'action. Puis moi, je me vois comme un entrepreneur un peu de la street. Tu comprends? Genre, parce que, tu sais, j'ai pas eu d'université. J'ai fait des cours à gauche, à droite. Puis des fois, je parle j'ai une amie qui a une grosse business, puis elle me parle de petits termes fancy. Puis je suis comme, dans le fond, tu veux dire ça, mais de cette façon-là. Ouais. Elle dit, t'as-tu calculé tel taux? Tu sais, je suis comme, non, mais je m'en crisse. Je sais qu'on a des objectifs. Puis est-ce que c'est parfait? Non. Ouais. Mais je suis de même. Fait que, tu sais, ça revient, je dis l'analyse-paralyse. Ben tout le monde, je connais du monde hyper compétent. Ils ont toutes les formations du monde, mais ils n'ont même pas d'immeuble. Je suis comme, dude, let's go. Avance, puis prends un risque, puis à un moment donné, calcule. Prends ton risque, calcule, puis si tes chiffres font du sens, en théorie, tu devrais bien t'en sortir. Là. Hey, cheers to that. Yes. T'as rien bu, moi, je l'ai fini. Mais je veux rajouter quelque chose. Vas-y donc. Si vous aimez le podcast à Sam, allez mettre un 5 étoiles. Oh my God! Hein? Non, mais c'est très, très, très important. Puis je connaissais pas tant ton podcast, sauf depuis peu. Je les ai tous écoutés. Là. Je tripais. Là. Pour vrai, c'est super bon. Puis je veux aussi flatter ton ego. Ton premier podcast, le deuxième, je vois ton évolution. Puis la façon d'emmener les sujets, t'es posé. Puis tu sais, fait que cheers to that, mais c'est important de mettre 5 étoiles parce que ça fait monter le podcast. 100%. Fait que voilà. J'avais prévu dans mon intro aujourd'hui rajouter un 5 étoiles, t'auras pas besoin. J'aurais pas besoin de le faire. Fait que, guys, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup, mon chum, d'être venu sur le podcast. C'est super apprécié. Comme il a dit, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Sport ordinaire. Bye, guys.
Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.